Les pays du G7 se sont réunis en urgence ce mardi. Ils promettent de demander des comptes à Vladimir Poutine après les récentes frappes russes en Ukraine. Les autorités ukrainiennes ont découvert un charnier à Liman, près de Donetsk. Plusieurs dizaines de corps ont été exhumés. La menace nucléaire russe inquiète en Finlande. Suite à une recommandation du ministère de la Santé, les pastilles d'iode ont été prises d'assaut dans les pharmacies. Face aux pénuries de carburant en France, le gouvernement annonce la réquisition de personnel chez Esso ExxonMobil où la grève continue malgré la signature d'un accord salarial. Les pays du G7 se sont réunis en urgence ce mardi, après les récents bombardements russes sur Kiev et plusieurs autres villes ukrainiennes qui ont fait 19 morts et 105 blessés. Lors de la réunion virtuelle, les pays membres ont renouvelé leur solidarité à Kiev et se sont engagés à augmenter leur assistance militaire. Ils ont également tenu à délivrer un message clair à Vladimir Poutine. La Russie doit s'attendre à de graves conséquences si elle poursuit son escalade. Ces bombardements, menés en majorité sur des quartiers résidentiels et des civils, pourraient être considérés comme des crimes de guerre selon les Nations Unies. Depuis lundi, près d'un tiers des infrastructures ukrainiennes ont été détruites par les frappes russes. Dans sa déclaration quotidienne, le président Volodymyr Zelensky a tenu à rassurer tous les Ukrainiens cachés dans les sous-sols et les stations de métro. Là où il y a eu des destructions, les infrastructures seront renouvelées. Là où il y a eu des pertes, il y a déjà ou il y aura de la reconstruction. Là où l'ennemi concentrait ses espoirs, il y aura des ruines de l'État russe. Côté russe, Vladimir Poutine a accueilli en grande pompe le président de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, et a même déclaré qu'il restait ouvert au dialogue au sujet de la centrale de Zaporijia. Nous sommes très heureux de vous voir et nous sommes prêts à discuter de toutes les questions urgentes et d'intérêt commun, comme par exemple la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. Un ton inhabituellement conciliant qui ne laisse pour autant aucun espoir à un arrêt des bombardements aléatoires sur la population ukrainienne, ni à une reprise du dialogue entre Moscou et Kiev. Des corps entassés par dizaines. Dans l'est de l'Ukraine, la libération des territoires occupés par les forces russes est régulièrement accompagnée de découvertes macabres. Dans l'oblast de Donetsk, Liman, occupé pendant plus de 6 mois, ne fait pas exception. Une semaine après sa reconquête, l'armée ukrainienne a exhumé un charnier à l'entrée de la ville. Nous avons déjà retrouvé plus de 50 corps de civils et de militaires. Nous avons trouvé une longue tranchée ou une fosse commune. Cela dépend de la façon dont on veut la décrire. Il y a de nombreux corps ici. Dans les fosses, les autorités ont retrouvé plusieurs dépouilles d'enfants. La plupart des personnes enterrées auraient été tuées par les bombardements. Mais selon les enquêteurs, certains corps présenteraient des traces de torture et de morts violentes. Jusqu'à présent, près de 110 tombes ont été dénombrées à Liman. Un chiffre provisoire selon les autorités qui accusent les Russes de commettre des exactions sur la population avant de battre en retraite. Les pastilles d'iode ont été prises d'assaut dans les pharmacies d'Helsinki. Ce mardi, le ministère finlandais des Affaires sociales et de la Santé a en effet recommandé à la population de moins de 40 ans de se procurer des comprimés d'iodure de potassium à titre préventif en cas de risque de radiation nucléaire. Je suis venu à cause de l'avis du ministère. J'ai pensé qu'il n'avait pas l'habitude de publier de telles recommandations, dit cet homme. Dans les pharmacies, les stocks se sont rapidement épuisés. Pour les personnes de moins de 40 ans, il est bon d'être préparé, de se procurer de l'iode pour en avoir à la maison, explique cette spécialiste du ministère de la Santé. S'il y a un risque de radiation, un comprimé par personne suffit. La Finlande se tient donc prête à toute éventualité, même si le risque d'attaque nucléaire de la part de la Russie reste faible selon les services de renseignements occidentaux.
En France, le gouvernement décide de réquisitionner les personnels pour débloquer les dépôts de carburant, du moins ceux d'Esso ExxonMobil. La première ministre, Elisabeth Borne, a annoncé cette décision alors qu'un accord salarial a été conclu la veille par 2 organisations syndicales du groupe. Concernant Total Énergie, la chef du gouvernement a exhorté syndicats et direction au dialogue. Le ministre de la Transition écologique a défendu cette mesure à l'Assemblée. Constat que dans une de ces 2 entreprises, les syndicats ont obtenu un accord majoritaire et que rien n'a bougé, et que dans l'autre, la grève continue à constituer une forme de pression sur le dialogue social, ne sont pas des situations acceptables pour des millions de Français. Dans ces conditions, ce que la Première ministre a dit et que je ne peux que redire, c'est qu'elle a demandé au préfet d'engager les procédures qui permettront de réquisitionner les personnels qui continuent de bloquer ces dépôts. Le dialogue, oui. La discussion, oui. Le blocage, non. Le gouvernement est sous le feu des critiques alors qu'un tiers des stations-service est affecté par des pénuries. Les files d'attente s'allongent dans tout le pays. Chez Esso ExxonMobil, malgré la signature d'un accord, la grève a été reconduite à l'appel de FO et de la CGT. La CGT qui dénonce déjà une remise en cause du droit de grève et entend contester devant les tribunaux la décision de réquisitionner du personnel. Ces derniers jours, on observe la même scène dans de nombreuses stations-service à travers la France. Beaucoup ont dû fermer parce que leurs pompes sont à sec depuis le début du mouvement de grève. Les automobilistes racontent que même quand ils trouvent une station ouverte, ils doivent patienter pendant des heures et il y a une limite maximale sur le carburant qu'ils peuvent acheter. La situation provoque beaucoup de frustration et les gens mettent en garde des conséquences que pourrait avoir la grève sur les services essentiels et sur l'économie. Là, je vais rentrer chez moi parce que là, j'ai déjà fait 2 stations. On m'a dit c'est vide, il n'y a pas et tout, voilà quoi. Là, je vais rentrer après, je ne sais pas quoi faire. L'avantage que j'ai, c'est que je suis mon propre patron, entre guillemets, mais si je me lève pas le matin, je ne vais pas rentrer d'argent. Concrètement, si ça continue comme ça, vraiment c'est la pénurie totale, je vais être obligé de fermer les boîtes. Quoi qu'il arrive, je n'aurai pas le choix. En France métropolitaine, la quasi-totalité des raffineries sont à l'arrêt et le mouvement de grève a fait chuter la production d'environ 60%. Mais le gouvernement français dit avoir la situation en main et selon lui, seulement 20% des stations-service sont concernées. Les travailleurs du secteur l'accusent de sous-estimer la crise, ce que le gouvernement d'Emmanuel Macron a déjà été accusé de faire avant, non sans conséquences. Le mouvement des Gilets jaunes a laissé des traces profondes dans l'équipe du président français et beaucoup se demandent s'il pourrait recommencer. Les leaders syndicaux appellent à manifester ce week-end. Annelies Borges in Paris for Euronews. Si les caméras parviennent à observer l'ours dans son habitat naturel, c'est une mission quasi impossible pour les humains. Malgré ses 250 kilos, l'animal est craintif. Alors pour suivre la population d'ours dans les Pyrénées, l'Observatoire français de la biodiversité doit être discret. Il faut savoir lire les signes, comme les excréments ou les poils laissés sur les troncs par les plantigrades. Donc c'est à partir de ces échantillons qu'on peut déterminer le nombre d'individus dans les Pyrénées, les liens de parenté et la reproduction. Voilà. Les chercheurs laissent des pièges à poils sur les arbres, de simples fils barbelés pour en récupérer le plus possible. Dans les Pyrénées, 70 ours bruns évoluent en liberté après avoir failli disparaître dans les années 1990. La population actuelle augmente et les individus marquent leur territoire. Là du coup l'ours il est venu là serré comme ça, hein. On voit les griffes là à chaque fois et puis qui viennent d'assez loin, hein. Donc il a vraiment tiré comme ça là. 450 observateurs, dont la moitié de bénévoles, permettent de bien connaître la population d'ours et ses comportements. Comment elle se déplace, ce qu'elle mange avant et après l'hibernation, comment elle se reproduit. Les experts échangent ensuite ces informations avec leurs homologues espagnols, car le plantigrade vit entre les 2 pays sur plusieurs milliers de kilomètres carrés.